à toutes et à tous. 2023, les joutes électorales s'annoncent mouvementées en République démocratique du Congo. Près de 800 partis politiques au compteur. Un président de la République à élire. On saura le nombre des élus nationaux au prorata de sièges. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a lancé l'enrôlement depuis le 24 décembre dernier. Vous voterez pour quel projet politique? Vous êtes formation politique, quelle est votre offre? Ce plateau est à vous. Nous lançons ce premier numéro avec un des vieux partis politiques de notre espace démocratique d'expression. On les découvre dans ce document que je vous convie de suivre. Très actif sur la scène politique congolaise depuis 58 bonnes années, le parti Lumumbiste unifié a traversé le temps, les changements de régime politique, des événements majeurs précédant dans sa création en août 1964, tels que la tenue de son tout premier congrès. Pour son fondateur Antoine Kizenga Fungi, décédé en février 2019, c'était un moyen d'exprimer son désaccord face aux pressions exercées sur lui, celle d'adhérer soit à la Radeko de Kiasavubu ou des Konako de Tchombe. En dépit de multiples assassinats de nationalistes lumumbistes commis par le gouvernement sécessionniste de Moïse Tchombe et de Godefroid Munongo, notamment dans le territoire du Bakwanga, certains leaders arrêtés dans la grande province orientale, d'autres à Léopoldville, actuelle Kinshasa et dans l'espace Kasaï, l'homme a donc choisi de rester fidèle au testament politique conçu avec son allié Patrice Emery Lumumba. D'où l'inspiration idéologique de gauche. Antoine Kizenga, grande personnalité politique congolaise, a mené une vie essentiellement tournée vers la lutte pour l'indépendance en 1959. Une série d'exils parfois forcés avec sa famille dans les années 70. Sans compter l'innombrable voyages effectués partout dans le monde pour chercher les moyens de redynamiser la lutte révolutionnaire, ainsi libérer les pays de la dictature coloniale. 7 ans après, pas de grands changements. Le parti revit dans des conditions difficiles de clandestinité et de répression féroce du régime dictatorial du impère, parti-État avec le maréchal Mobutu. Le parti Lumumbiste unifié reprend son souffle en 2006, grâce à la nomination d'Antoine Kizenga comme Premier ministre par le président Joseph Kabila. 15 ans plus tard, cette formation politique organise le 2e congrès de son histoire. Question de recréer son image. Depuis 2018, le groupe parlementaire Palou et allié revendique 19 députés nationaux à l'Assemblée nationale pour la 3e cycle électoral en 2023. Qu'est-ce que le Palou a de nouveau à offrir au pays et à ceux qui croient à sa vision politique et au sens de son combat? 58 ans après, les socialistes et démocrates nationalistes de gauche ont-ils répondu aux attentes exprimées par la jeunesse et les Congolais en général? Nous sommes à la recherche de réponses. Le grand rendez-vous, une émission de la radio-télévision nationale congolaise tournée en ce moment au studio Maman Anguebi avec ce public chaleureux que j'invite à s'exprimer avec des applaudissements très nourris. Voilà, vous comprenez, c'est de l'ambiance au studio Maman Anguebi. C'est justement dans cette chaleur que ces cadres, ces militants du Palou sont venus accompagner leur leader qui n'est plus à présenter. J'invite le secrétaire général du parti Lumumbiste unifié à me rejoindre sur ce plateau. Monsieur Godefroid Mayobo, merci d'être là. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Vous allez très bien? Dieu fait grâce, merci. Les vieux os tiennent encore. Les vieux os tiennent encore. Oui. On le saura tout à l'heure. Alors, difficile de vous présenter, hein? On a eu quelques bribes d'informations sur vous. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous convier à suivre ce petit portrait que nous avons essayé de peindre hein, pour vous. Vous nous direz si ça ressemble à ce que vous êtes. Je vous convie de suivre.
Le grand rendez-vous reçoit un polytechnicien de base, produit de l'université de Kinshasa, qui retrouve son premier amour en chemin, la politique. Godefroy Mayobo, dites-nous, comment avez-vous croisé votre destin? Ne fallait-il pas y échapper? Pourquoi avoir quitté la mission catholique de Beno pour Kinshasa, alors que la vie religieuse était proche? Au moins vous avez gardé la formation de qualité des mains des prêtres. On veut pour preuve votre parcours élogieux. Godefroy Mayobo Mpwenengassien est couronné des mentions exceptionnelles de 1967 à 83, en plus d'une spécialisation en maintenance des machines de construction japonaises. La loyauté serait votre seconde nature. Aujourd'hui, sur les pas de votre mentor, le patriarche Antoine Gizenga, dont vous êtes l'un des héritiers politiques, vous avez même surnommé, selon une indiscrétion, Mayobo Mpokumeboa. Cette citation, dont vous gardez seul le secret sur Roi Baudouin dans les bureaux de l'ancien Premier ministre, je ferme vite la parenthèse, des renseignements sur vous indiquent que vous avez occupé plusieurs postes administratifs que politiques, entre autres celui de ministre près le Premier ministre de 2007 à 2008. C'est quoi le secret de votre calme et constance en politique? Dans le monde scientifique, c'est pareil. Malgré vos charges au quotidien, dans la gestion du parti, vous gardez intacte la passion pour l'enseignement ou vous continuez d'exercer au département de génie mécanique de la faculté polytechnique à l'université de Kinshasa. Des responsabilités qui n'occultent pas vos qualités de mari et de père. De la circonscription de Mont-Amba, ici dans la capitale, à Kenge dans le Kwilu, nous sommes curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas été élu en 2018. Installez-vous confortablement pour répondre aux questions, la main sur le cœur sans détour. Êtes-vous prêt? Absolument prêt, parce que je n'irai pas chercher ce qu'il faut dire. Je dirai ce qui me concerne notre parti, concerne ma petite vie dans ces pays. Et pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Le portrait que vous venez de suivre, est-ce qu'il vous décrit tel que vous êtes? Est-ce qu'on n'a pas quand même sous-estimé ou surestimé certaines informations sur vous? Bon, il relève quelques éléments qu'il faut signaler qui sont vrais. Il n'y a pas d'éléments faux. Mais je suis dans la 68e année de mon existence. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup plus que ça à dire. Mais bon, donc comme c'est une émission, on ne peut pas aller... À la création du Palou, vous n'aviez que 2 ans. Hein? Parce que ça fait 58 ans que le Palou Non, en 64, j'avais 10 ans. Ah, d'accord. Mais pas encore de conscience politique. J'étais à l'intérieur. En 64, j'étais en 4e primaire à la mission catholique Misaï, là-bas. Sur la route Fatundu-Bandundu-Ville. Bon, vous comprenez bien que ce n'était pas à cet âge-là que je devais faire la politique. Exactement. Mais, voilà. Alors, vous avez suivi, c'est depuis le 24 décembre que la CENI a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs. Vous vous êtes déjà fait enrôler vous-même? Je l'ai fait la semaine prochaine. Je suis, au nom du parti, à l'aise pour dire aux gens les difficultés du processus ne doivent pas remettre en cause le processus. Qu'il y ait des remarques, qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des petites imperfections techniques, nous devons les relever et en parler à ceux qui sont en charge d'organiser le processus. Mais jamais ça ne doit nous permettre de dire non, à cause de ça, il faut qu'on arrête ou qu'on abandonne. Parce que pour nous, au Palou, les élections sont quelque chose de très, très important. Les élections sont les processus par lesquels ce peuple est né politiquement. Lorsqu'il s'émancipe de la colonisation, lorsqu'après sa révolte, le roi Baudouin, au nom de la Belgique, est obligé de concéder, de dire oui, ce peuple doit devenir indépendant, ce pays deviendra indépendant. Il dit la passation du pouvoir se fera avec des politiques. Il faut créer des partis politiques. Les partis politiques apparaissent et le premier acte par lequel le peuple, comme souverain, organisé politiquement maintenant, à se prononcer, c'est de se choisir des représentants, c'est-à-dire des députés, et après lesquels le gouvernement est venu.
Donc vous voyez bien que politiquement, le peuple est né par les élections, le peuple. Et c'est le signe même de la souveraineté du peuple. Au moment où il doit se choisir son programme de vie, ses dirigeants. Donc vous êtes de ceux qui pensent que le seul moyen pour accéder au poste de commandement de manière démocratique, c'est à travers les élections. Le seul moyen pour avoir le mandat du peuple, pour gérer ses affaires, c'est ça. Ce sont les élections. Alors, nous sommes nés comme ça et il n'y a que ces régimes qui peut être accepté en RDC. Très bien. Voilà. Mais est-ce que vous êtes consulté par l'actuel CENI? Parce que de ce qu'on apprend, il y a un consensus à faire. Hein? Vous êtes partie prenante, mais est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit par l'actuel bureau de la CENI comme arbitre des élections? Non, nous n'avons aucun problème avec la CENI. Nous sommes dans des principes de base que nous ont légués nos pères fondateurs. À savoir que les services pour le peuple doivent être rendus par des Congolais, ses filles et ses fils. Bien sûr qu'à un moment donné, on peut se retrouver en train de se disputer, de vouloir être celui qui rend le service. Mais dès lors que ça s'est tranché et que l'un ou l'une est passé, nous devons tous lui dire de se mettre au service, au travail, sérieusement et convenablement. Donc vous ne remettez pas en question les qualités des animateurs, comme très récemment, hein, c'est encore d'actualité, il y a au moins 3 candidats présidents de la République qui reprochent certaines choses et qui apparemment ne sont pas prêts à continuer. Ce n'est pas une façon d'avancer. Parce que imaginez qu'on doit à chaque fois dire est-ce que tel qui doit rendre le service plaît ou non. Mais ce sera difficile de trouver un moment où tout le monde sera d'accord. Donc, ce que nous faisons, nous, au Palou, c'est vous y êtes arrivé, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé, rendez service. Mais ça paraît quand même étrange que vous n'ayez rien à reprocher à ceux qui sont là. On peut reprocher, mais ça ne peut pas passer avant le besoin d'avoir le processus qui avance. Puisqu'après tout, qui va organiser les élections pour les Congolais? Ce sont des Congolais. Alors nous ne pouvons pas... sur base d'un consensus, pour certains qui n'est pas encore totalement trouvé. Le consensus, quand on l'a recherché, il y a eu des problèmes. Alors on ne peut pas être bloqué par le consensus. À un moment donné, un mode de sélection s'est imposé et des Congolaises et des Congolais sont sortis pour être au service. Alors c'est à eux maintenant, laissons-leur le temps, la place. Et c'est ainsi que quand ils appellent pour des concertations, il y a des réunions comme ça que la CENI organise. Nous n'hésitons pas à y aller pour éventuellement faire des remarques, faire nos propositions. Parce que l'essentiel, c'est qu'on aille vers les élections, que le peuple recouvre sa souveraineté et soit placé en position de se choisir, ce qui est extrêmement important. Le projet de vie, le programme pour continuer, il doit le choisir par les élections. Et ceux qui doivent gérer ses affaires, il doit les choisir par les élections. Autrement, c'est par imposition, par nomination, par intrigue. Ça, c'est ce que nous avons combattu pendant longtemps. C'est inacceptable. Ce n'est pas conforme aux origines de notre République. Vous êtes d'accord avec le nombre des bureaux de vote? Parce qu'il y a certains de vos adversaires qui estiment qu'on a minoré à certains endroits et qui seraient favorables aux opposants politiques, et on a augmenté le nombre de bureaux là où c'est favorable au régime en place. Ça, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technique pour nous au Palou. Logiquement, pour bien les résoudre, il faut qu'ils mettent sur la table les éléments dont ils disposent, et nous apprenons que la CENI, par son président, met aussi sur la table les éléments dont on dispose. À supposer qu'effectivement, il y ait une faille dans le travail de la CENI pour le recouvrement d'un territoire avec des bureaux d'enrôlement. Réclamer que ça soit augmenté, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technique. Alors nous ne voulons pas qu'on donne à des problèmes techniques des dimensions politiques. Ce n'est pas normal.
Ça, c'est chercher tout justement à bloquer le processus. Nous devons demander à la CENI d'être ouverte pour écouter. Faire des critiques, c'est bloquer le processus, selon vous? Pardon? Faire des observations? Non, tout justement, il faut que ça demeure des observations, que ça demeure des propositions, des suggestions d'amélioration, mais pas des propositions de blocage. Imaginez que ça aboutisse à changer les bureaux de la CENI maintenant. Si on doit les changer. Oui. Si on change les bureaux de la CENI maintenant, quand est-ce qu'on va organiser les élections? Alors que la loi, la volonté populaire veut qu'à terme échu, c'est-à-dire tous les 5 ans, que les élections s'organisent. Le peuple demande ça. Le peuple souverain dit, moi, tous les 5 ans, j'aimerais me prononcer sur le programme qui doit conduire ma vie, ma destinée. J'aimerais choisir des dirigeants qui vont gérer mes affaires. Voilà, c'est ça, c'est une demande du peuple. Et ça ne peut pas être subordonné aux états d'âme des uns et des autres. Donc pour vous, il faut aller avec le train là où il est. Donc. Bien sûr, c'est ça qu'il faut. Ça a toujours été comme ça. Et nous vous rappelons que dans notre histoire, nous avons déjà participé à plein d'élections pour lesquelles nous n'étions pas parmi les organisateurs. La première, celle de mai 1960, au cours de laquelle les partis fondateurs de ces partis, Lumumbis unifié, les 4 qui ont eu la majorité, qui étaient dans une position de détestation vis-à-vis du pouvoir colonial. Or, c'est le pouvoir colonial qui a organisé les élections. Ils n'ont pas dit, nous voulons d'abord que vous partiez, que je ne sais qui, que nous soyons là pour organiser les élections. Dès que ce processus a été lancé, non pas pour que le pouvoir colonial se perpétue, mais pour que le peuple congolais nouvellement né se choisisse des dirigeants, ils sont allés sans hésitation, sans poser de conditions d'ailleurs. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est-à-dire que les remarques, les suggestions, les critiques, ce ne sont pas des conditions. Non. Nous devons différencier les conditions. S'il n'y a pas ça, je ne fais pas ça. Et non, mesdames, messieurs, veuillez ajouter un bureau. Là-bas, nous voyons que ce cinéma, ça c'est différent, ce n'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que le climat est favorable pour que tous les candidats, mettons à la présidentielle, aillent avec les mêmes chances, selon vous? Les mêmes chances, je ne sais pas ce qu'on doit appeler chance, non. Parce qu'il y a des candidats qui se sont prononcés, mais qui ont des problèmes en justice, qui solliciteraient des abandons de poursuites. Juste un commentaire d'un parti politique? Non. Les élections que notre peuple veut tenir, ce ne sont pas des élections pour faire les impasses sur des problèmes réels ou des malfaçons ou des mauvais comportements qui auraient eu lieu. Non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas mettre tout ça dans le même panier. Les élections sont des élections. Et ça arrive à un moment donné. Et si ça arrive que vous ayez commis un accident, que vous ayez tué quelqu'un, doit-on faire l'impasse pour que vous alliez aux élections? Non. On va aux élections dans un cadre d'état de droit. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, s'il y a des problèmes qui relèvent de la justice et qui doivent être traités, ils seront traités. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas dire, moi, je veux être candidat, alors ce que j'aurais pu commettre comme faute par rapport au droit dans le pays, il faut oublier ça. Non, nous ne pouvons pas évoluer de cette façon-là. De toutes les façons, de toutes les façons, dans la loi électorale, il y a des conditions liées au casier judiciaire. Donc vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on introduit maintenant. Si vous avez sur la nationalité de père et de mère, là, vous n'avez pas de commentaire aussi. La nationalité, nous, Palou, nous demandons au peuple congolais ceci, cette attitude. On ne peut pas traiter cette affaire-là comme si c'est une affaire populaire. Non. Nous avons un État, nous avons des autorités, nous avons des instances qui sont habilitées à traiter ce genre de problèmes. Ce n'est pas tout Congolais
qui va s'élever comme ça. Ça devrait être traité dans les institutions. Bien sûr, mais c'est ça l'état des droits. Dans la rue. Hein. C'est ça l'état des droits. 62 ans après notre existence, que chacun y aille de son petit jugement. Celui-là, il n'est pas congolais. Celui-là, je le veux congolais. C'est pas normal. Ça, c'est une république bananière. C'est pas normal. Donc, s'il y a des problèmes de nationalité à traiter, qu'on s'adresse aux instances habilitées pour le faire. Très Donc, pour nous, c'est comme ça que nous gérons les affaires. Nous considérons les affaires de ce pays. Un pays qu'on doit conduire avec sérieux, avec rationalité et avec des principes qui sont les mêmes pour tous. Et non pas des principes à géométrie variable qui changent selon les cas. C'est ça. C'est ça le PALU. Revenons sur le PALU. Très bien. Revenons sur votre formation politique et sur vous-même. Votre parole se fait rare. Pourquoi Godefroid Mayobo décide de s'exprimer maintenant? Parce que maintenant, un processus est engagé. Le peuple, prenons le Congo comme un grand village, avec des grands clans là-dedans qui ont pour mission de donner des dirigeants, de conduire les affaires. Et ces grands clans, dépositaires du pouvoir, qui doivent être appelés à donner au village des chefs dignes convenables. Parce que de mauvais chefs conduisent à la décadence, au déclin. Des bons chefs conduisent au progrès et à l'évolution. Il est tout à fait normal que lorsque des clans comme ça se présentent devant le peuple pour dire « Confiez-moi vos suffrages, donnez-moi le mandat de gérer vos affaires », il faut que le peuple les connaisse. Alors, chacun évalue, apprécie à quel moment il doit pouvoir aller devant ce peuple et lui dire « Mais voici ce que je suis ». Et nous, au PALU, nous avons estimé que le moment est venu, compte tenu de ce qui va arriver d'ici là. Le moment est venu. Oui. Mais quand je regarde la liste des partis politiques publiée par le ministère de l'Intérieur, le PALU que vous dirigez aujourd'hui n'y figure pas. Comment vous expliquez que vous fonctionnez? Si la CENI a une liste de partis politiques autorisés à fonctionner en RDC et que le PALU ne s'y trouve pas, le parti Lumumbis unifié, alors c'est une mauvaise liste. Il faudra l'attaquer, cette liste-là. Vous contestez la liste publiée par le ministère de l'Intérieur? Si le PALU n'est pas là, parce que le PALU est là depuis 1964. Le PALU est là en 2006. Le PALU est là en 2011. Le PALU est là en 2018. Comment le PALU peut disparaître en 2022? Non, il y a le PALU, mais pas celui que vous dirigez. Du point de vue historique, du point de vue juridique, on ne peut pas avoir deux PALU. Du point de vue historique, le 22 août 1964, il est né le parti Lumumba, un seul parti Lumumba unifié, qui a eu comme secrétaire général, chef du parti, issu du Congrès, puisque c'est de là qu'il peut venir. Le Congrès de 64. Bien sûr. Mais il y a eu un autre en 2020, auquel vous n'avez pas participé, et puis vous avez organisé un Il n'y en a pas eu un autre, parce qu'il y a eu un deuxième. Le deuxième, c'est en 2021. Il n'y en a pas eu un autre. Celui de 2020, vous n'en avez pas entendu parler? Est-ce que le PALU a organisé un congrès en 2020? Non. Parce que le congrès, dans les textes du PALU, c'est l'organe suprême. Et cet organe, pour être convoqué pour faire son travail, il doit réunir certaines conditions. Des conditions de forme et des conditions de fond. Et à ce que je sache, aucune condition de fond ni de forme n'a été réalisée en 2020 pour qu'il y ait un congrès. Cela a été fait en 2021. Donc, madame, que toute l'opinion, que toutes les autorités sachent qu'il n'y a eu que 2 congrès jusqu'à présent au PALU. 2 congrès. Mais oui. Comment vous expliquez que vous avez attaqué en justice ce que vos frères avaient fait il y a quelque temps
la loi sur les partis politiques dit ceci, l'article 32, si je ne me trompe pas, quand il y a des problèmes dans un parti, entre les membres et les dirigeants, ou entre les dirigeants, ou entre membres, les tribunaux sont compétents, notamment les tribunaux de grande instance du ressort. Et donc, ces gens-là, à ce moment, étaient nos camarades, membres du parti comme nous. Vous faites allusion à qui, là? Ceux dont vous parlez, là. Ceux qui ont organisé, paraît-il, un congrès comme ça. Ceux contre qui nous sommes allés en justice, ceux-là dont vous parlez. Ces gens étaient des membres du parti. Et ils avaient posé des actes, pris des attitudes contraires aux textes du parti, aux lois, etc. L'état des droits dit, vous ne vous faites pas justice. Il faut recourir à la justice. C'est ce que nous avons fait. Parce que le PALU cultive l'esprit de l'état des lois. Selon ce que nous n'avons pas été déboutés, non. Nous avons porté plainte au tribunal de grande instance de Matete, parce que c'est là où se trouve le siège du parti, selon les. Nous avons porté plainte par rapport à un certain nombre d'actes que ces amis-là avaient posés. Et soupçonnant l'impartialité ou la partialité de ce tribunal, de plein droit, de bon droit, nous avons accusé ce tribunal à la cour d'appel. Ce n'était plus eux, c'était le tribunal que nous accusions pour demander qu'on nous déplace des juridictions. Et ça s'appelle suspicion légitime, c'est un droit. Soupçonnant encore la partialité de la cour d'appel, nous sommes allés à la cour de cassation. La plainte porte sur quoi? Sur l'impartialité ou la partialité de la juridiction à laquelle nous nous sommes adressés. Encore une fois. Donc, pardon, je termine. La cour de cassation était saisie pour ça, pour la suspicion légitime. Et son arrêt, sa décision portant sur ça, ça s'appelle renvoi des juridictions. Soit la cour de cassation dit votre suspicion est fondée, je vous change de juridiction, soit la cour de cassation dit ce n'est pas fondé, rentrez chez votre. C'est ce que la cour de cassation a dit, je n'accepte pas votre suspicion, retournez à votre juridiction. Donc personne ne peut brandir ça comme un jugement en sa faveur. Non. Nous étions aux prises avec le tribunal, la juridiction qui devait trancher. Mais de l'autre côté, nous avions, à cause de ça, tenu notre congrès, qui avait mis en place les autorités qu'il fallait. Et la loi nous dit, vous informez l'État, notamment le ministère, oui. Non pas notamment, c'est surtout le ministère de l'Intérieur qui est chargé. Vous l'informez et il doit prendre des actes pour que vous alliez publier vos actes dans le journal officiel. Là, le ministère de l'Intérieur nous a dit, je ne prends pas acte parce qu'il y a eu les RR de la Cour de cassation. Et cela étant, nous étions maintenant alors sur une autre branche, ces matières-là, qui devait les examiner, c'est le Conseil d'État. Donc il n'y a pas une issue sérieuse, si, j'y arrive. Allez-y. Oui. Pour ça, alors, c'était le Conseil d'État, qui est seul compétent pour traiter ces matières à caractère administratif, qui est le chef du parti, où se trouve son siège, et est-ce que ces actes-là comportent des aspects contraires à la loi qu'il faut rejeter. Nous sommes allés au Conseil d'État, oui. Et en mai 2022, le Conseil d'État a tranché. Nous donnant absolument. Et c'est la dernière instance dans l'ordre. Et c'est ce qui vous donne la force aujourd'hui de vous revendiquer comme les héritiers d'Antoine Gizenga. Sur le plan historique, sur le plan politique. Antoine Gizenga et les fondateurs du PALU ont laissé des textes. C'est ça, les textes internes du parti qui dirigent le parti. Les associations sont gérées par leur législation interne, c'est-à-dire les textes du parti, statut, règlement intérieur. Or, dans ces règlements intérieurs, il est dit que les décisions
du secrétaire général chef du parti font partie de l'arsenal juridique interne. Or, ces décisions avaient bien établi un ordre de succession et ces décisions n'avaient pas changé le fait que pour diriger le Palou, pour être secrétaire général chef du parti, vous devez émaner d'un congrès régulier, réel, convenable. Donc, sur ce plan-là, par rapport à la législation interne, nous avons totalement la légitimité. Mais sur le plan du droit, maintenant, les juridictions régulières, le Conseil d'État en l'occurrence, s'est prononcé. Donc, sur le plan du droit, sur le plan politique... C'est inattaquable, hein? C'est fini, c'est inattaquable. C'est un dernier ressort, voilà. Alors, j'ai évoqué le nom d'Antoine Gizenga. Lugui Gizenga est qui pour vous? Lugui Gizenga est, en 2018, par une décision qui fait partie de l'arsenal juridique du parti, est désigné secrétaire permanent, porte-parole du parti. Donc, membre du comité exécutif. Oui. En fait, pour l'administration du parti, il vient après le secrétaire général chef du parti pour le comité exécutif. Mais il n'est pas nommé seul. Il est nommé avec Godefroy Mayobo comme premier secrétaire permanent adjoint. Sylvain Ngabo comme deuxième adjoint. Georgine Madiko comme troisième adjoint. Ntawa comme, mais après il va partir, Gabouba comme cinquième et Ngoma Célestin comme sixième adjoint. Voilà l'architecture que le secrétaire général, dans son pouvoir, dans ses prérogatives, a laissé. Mais en même temps, il a nommé un bureau politique. Et dans le bureau politique, Lugui est là-dedans, Godefroy Mayobo est là-dedans et d'autres. Bon, 13 personnes. Mais le bureau politique a comme caractéristique, c'est une instance collégiale. Le chef, c'est le secrétaire général chef du parti. Tous les autres sont égaux. Alors, quand le chef du parti, le secrétaire général, meurt le 24 février 2019, le parti continue parce qu'il n'a pas dit quand je meurs. Il faut remplacer rapidement. Il faut remplacer de manière intérimaire parce que les affaires du parti. Pour arriver à organiser très rapidement l'instance habilitée à donner un chef. On va aller rapidement. C'est là que Lugui Gizenga succède au patriarche qui était son père. Tout à fait. Et cette décision ne vous a pas plu, vous êtes énervé. Non, c'est erroné. On vous a donné une mauvaise version. Mais quelle est l'information? Parce que c'est à partir de là que tout a été gâté. Non, ce n'est pas à partir de là. En février 2019, le secrétaire général chef du parti maire, le deuxième dans le comité exécutif pour conduire les affaires, c'est Lugui, le secrétaire permanent. Et vous pensez que c'était vous qu'on devait passer? Il n'est pas contesté, non. Lugui est là, je suis là, et le parti avance, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui vous a énervé? Je continue. Malheureusement, le 1er juin 2020, Lugui meurt, voilà. Tout part de Lugui meurt le 1er juin 2020. Ce n'est pas avant 2020. À partir de ce moment-là, qui doit continuer à faire l'intérim pour gérer les affaires jusqu'au Congrès? C'est qui? Un groupe sort. C'est dit, tout ce que le patriarche a laissé comme ordre, ça ne compte plus. C'est nous, je ne sais pas avec quel pouvoir, c'est nous qui sommes maintenant habilités à désigner ceux qui vont continuer. C'est là que vous avez fait fausse route, selon vous? C'est là où ils ont fait fausse route. Parce que Lugui meurt, le titulaire est mort. J'ai déjà donné cet exemple-là sur une chaîne de radio. Là. Le général commandant des troupes meurt. Le colonel qui est commandant second est obligé pendant de prendre le commandement. Ce n'est pas qu'il devient général, non. Parce que pour devenir général, c'était notre processus. Mais je vous ai dit l'ordre qu'a laissé le patriarche. Et vous n'avez pas été patient d'attendre le moment ou la désignation des autres? Non. Nous avons été patients. Nous avons dit, suivons ce que le patriarche a laissé et allons au congrès. Organisons le congrès
pour avoir la direction légitime. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Alors, ils ont saisi le ministère de l'Intérieur pour entériner ce qu'eux, ils avaient décidé. Nous avons saisi le ministère de l'Intérieur également. À ce moment, c'est le ministre, le VPM Kankonde. Oui. Nous avons saisi pour dire, voilà l'ordre que le patriarche a laissé, et c'est ça qu'on doit suivre pour aller jusqu'au Congrès. Un mois après, le ministère nous a donné raison et leur a donné tort. C'était comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette position-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre chef? Non, pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Congrès. Parce que, cela étant, nous, avec les autres camarades, en toute responsabilité, ceux qui l'avaient laissé dans l'organe. Est-ce que vous vous êtes senti trahi un tout petit peu par ceux qui étaient avec vous à l'époque? Non, je n'étais pas trahi. Je ne me suis pas senti trahi. J'ai senti ces gens trahir le parti. Ils ont trahi le patriarche. Ils ont trahi notre vénérable, charismatique et immortel secrétaire général chef du parti en refusant de continuer sur base de ce qu'il avait laissé. Ils l'ont trahi. Ils ont trahi le parti en amenant des principes que nous ne connaissions pas. C'est un putsch, c'est une méthode de hors-la-loi pour s'emparer des pouvoirs et diriger surtout un parti de masse, un parti révolutionnaire comme celui-ci. Ça, c'est une forfaiture. Imaginez un seul moment que ça va passer. C'est une perte de temps. Croire qu'à un moment donné, nous tous, nous allions être omnibulés par je ne sais quoi et dire oui, ils ont raison, ils sont si grands, ils sont si... Non, au Palou, ce n'est pas comme ça. Au Palou, ce n'est pas comme ça. Non. Donc cette situation vous a fortement déstabilisé au point que le parti aujourd'hui est en ballottage. Non, la situation nous a déstabilisés. Nous avons connu plein de situations de déstabilisation. Ça, c'est encore rien. Mais lorsqu'il s'agissait de faire face au bal du dictateur, à la répression, vous comprenez, c'était plus grave. Ici, nous avons eu un épisode de quelques camarades mal inspirés qui ont cru que ça pouvait marcher et qui se sont servis des moyens frauduleux pour essayer de faire passer. Ben, je vous ai dit, depuis mai, du point de vue juridique, c'est réglé. Et depuis le deuxième congrès, du point de vue politique interne, c'est réglé. Donc, il n'y a plus de... Très bien. Je retiens ce que vous avez dit, vous répondez sans détour. Monsieur Mayobo, vous avez été chassé du parti suite à ce qui s'est passé à Kikwit, Franaki, ça vous dit quelque chose? Oui. Et vous étiez en disgrâce de vous-même personnellement. Qu'est-ce qui s'était passé et comment vous avez réintégré le parti? Vous savez, ça me rappelle, c'est la première question dont vous avez parlé de nationalité, n'est-ce pas? Si, effectivement, nous pouvons dire qu'un Congolais perd la nationalité ou l'acquiert parce que tel individu l'a dit et on ne passe pas par les instances, alors, vous voyez, c'est la République bananière. La même chose au Palou. Il n'est pas dit que n'importe qui peut exclure quelqu'un comme il le veut. Non, ce n'est pas ça. Pour être exclu, il y a des conditions, il y a des procédures chez nous. Alors, vous vous rappellerez bien que cette cabale avait pris une certaine dimension. Vous appelez ça cabale? Bien sûr. On a vu des images de vous. Cabale. Vous concurrenciez, vous l'appelez vénérable. Ça, oui. C'était un péché. Vous avez commis des fautes. Est-ce que les vénérables m'a exclu du parti? Non. Si c'était vrai, il m'aurait exclu du parti. C'est à lui seul. Au contraire. C'était à lui seul de le faire. Non, parce qu'à la fin, quand notre structure chargée de trancher des contentieux se prononce, envoie la décision au secrétaire général chef du parti qui la publie. Et vous vous rappellerez, très rapidement je vais vous dire qu'avec cette accusation, il a réuni tous les chefs des organes de base chez lui à Kitambo. Et il a demandé des preuves. Parce qu'on m'accusait d'avoir créé un parti. Et Franaki là, fraternité des natifs de Kikwit. Vous voyez? Parce que
quand nous sommes arrivés à Kikwit, dans le cadre du Conseil des ministres, il y a eu ce groupe qui a manifesté avec des banderoles. Un groupe organisé par vous? Non, moi je ne suis pas natif de Kikwit. Je ne suis pas natif de Kikwit. L'arrivée du président Kabila à l'époque. Hein, je ne suis pas natif de Kikwit et je n'ai jamais organisé Franaki. Ça n'a jamais été vous? Non, jamais. Jamais. Ça n'a jamais été moi. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une cabale. Mais pourquoi on vous en voulait à ce point à l'époque? Laissez-moi vous expliquer. Bon, en fait, ceux qui doivent dire pourquoi ils m'en voulaient, c'est eux. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments. Alors, le patriarche, autorité suprême du parti, appelle tout le monde, leur demande des preuves pour cette accusation. Ils n'ont jamais produit jusqu'aujourd'hui. Après ça, regardez tout ce que j'ai occupé comme fonction dans le parti. Après cet épisode, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dressé pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça, nous n'acceptons pas? Non. Même ceux qui avaient osé participer à cette cabale, ils ne pouvaient plus. Par exemple, le secrétaire permanent de l'époque, Mayele, qui lui avait déclaré Mayobo est exclu du parti. Mais après cet épisode, moi je suis devenu secrétaire permanent, mais Mayobo est secrétaire national. Mais par le secrétaire général chef du parti, c'est lui qui mettait en place. Et Mayele, est-ce que vous avez appris qu'il n'a pas obéi au secrétaire permanent? Tous d'ailleurs ont oublié cette histoire parce que en réalité, ça s'est avéré être un ballon de baudruche et quelque chose qui est venu, que nous considérons nous comme grave, non pas par rapport à Mayobo, mais par rapport à l'apparition de tels phénomènes dans le parti. Dans un parti, des gens sérieux, des gens lucides, des gens qui aiment marcher sur des principes. Voilà, c'est ça que nous déplorons. Mais ce n'est pas que c'était vrai et c'était établi. La preuve, vous me voyez, je suis là maintenant. Vous êtes toujours et ils ont tous accepté que je devienne le secrétaire général chef du parti. Oui, voilà. Alors, mais cet épisode vous a-t-il donné quelles leçons dans votre carrière politique? Parce qu'on vous a vu aller faire les champs. Vous avez abandonné la politique. Non, je n'ai pas abandonné la politique. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que les champs sont incompatibles avec la politique? Disparu des écrans. Je n'ai pas abandonné la politique. Vos ambitions ont été diluées. Je n'ai pas abandonné l'enseignement, la technique. Je n'ai pas abandonné la politique. Je n'ai pas abandonné un travail productif. Moi, j'estime que... Vous étiez dégoûté quand même, parce non, que vous avez totalement disparu. Dégoûté de quoi? Du vous parti? prenez même plus les téléphones, selon certaines personnes. Non, ce n'est pas vrai. Les téléphones, je ne les prenais plus parce que je n'étais plus en position de pouvoir. Dans ces pays, quand vous n'êtes plus en position de pouvoir, il y a des jours où vous prendrez votre téléphone, vous dites c'est en panne ou quoi, on ne vous appelle plus. Vous comprenez? Ce n'est pas que c'est comme ça dans ces pays. Je prenais le téléphone, mais les gens ne m'appelaient plus parce que je ne représentais plus une solution pour eux. Quelle leçon ça vous a donné, cet épisode de votre carrière? Une leçon de vigilance. Vigilance par rapport aux frères et aux sœurs avec qui nous évoluons. À tout moment, nous devons les observer, nous devons être rapides et prompts pour réagir dès que nous voyons une petite déviation. Une déviation. Nous devons, sans vouloir exclure, abandonner, rompre, être prêts à sauver. Parce que pour nous, pour moi, ce n'était pas un problème. Moi, je suis resté au parti, j'ai évolué, j'ai eu les missions, rempli les missions que la direction m'a confiées. C'est eux qui se sont retrouvés en délicatesse vis-à-vis du parti. Aujourd'hui, s'ils ne sont plus au parti, ils ne savent plus faire la politique. Ils vont évoluer comment? Ils ne savent plus faire valoir leurs ambitions. Ils ne savent plus utiliser cet appareil efficace, cette grosse machine politique que le patriarche et les autres ont mis à notre disposition. Ils ne savent plus utiliser. Donc, ce n'est pas moi qui suis en difficulté, c'est eux qui sont en difficulté. Alors, il vaut mieux prévenir toujours. Dès qu'on voit que ça commence, il vaut mieux tirer l'alarme, sonner l'alarme. Et en fait, ça correspond toujours au parti par le non-respect des principes. Les gens quittent le palou
lorsqu'ils ne peuvent plus supporter les principes du PALU. Ce n'est jamais parce que le PALU est devenu mauvais, non. Et ces principes-là... Les gens qui quittent le PALU, vous voyez, Dorothée Gizenga, ça vous dit quelque chose? Paix à son âme, elle aussi oui. A quitté le parti. Vous êtes venu leur ravir quelque chose? Rien du tout. On ne leur a rien ravi. Dorothée Gizenga, fille légitime de M. Antoine Gizenga. Et militante. D'accord. D'abord de M. Antoine Gizenga. Le tout premier dans la série, là. Ce n'est rien. Fille biologique de M. Antoine Gizenga. Comme vous avez votre père, tel autre a son père aussi, voilà. Mais du côté du parti, militante, comme vous dites, c'est-à-dire soumise aux mêmes lois, aux mêmes principes et à la même autorité. Là, ce n'est pas son père. Là, c'est le secrétaire général, chef du parti. Alors, lorsqu'il vient après la mort de Lugui, pas après la mort du patriarche, mais après la mort de son frère, qu'est-ce qu'il va avancer comme prétention? Il dit, c'est l'œuvre de mon père. Un héritage, donc. Voilà. Est-ce qu'un parti peut être un héritage familial? C'est même contre la loi. La loi sur les partis politiques, dans ses premiers articles, interdit même de donner un caractère familial à un parti donc politique. c'est encore le non-principe de texte. Hein? Voilà, exactement. Et même de la loi. Elle avait même violé la loi en voulant donner une étiquette familiale à un parti comme celui-ci. Voilà. Ça s'est mal terminé pour elle. Ça s'est arrêté. Vous croyez bien qu'elle n'allait pas réussir sur cette voie. Le PALU, avec toute sa durée, ne pouvait pas être déstabilisé par une telle aventure. Oui. Non, c'est pas possible. Le PALU, 58 ans de vie, avec les péripéties qu'on a énumérées, reconnaissons quand même votre lucidité pour continuer à diriger ce parti. Est-ce que les germes des destructions de ce parti ne remontent pas déjà à l'époque où le patriarche lui-même avait du mal à désigner la succession, ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que ce n'était pas déjà de sa faute? Le principe du PALU, ce n'était pas de désigner la succession. Non. Lui-même, il est venu d'où? Il est venu d'un congrès, pas d'une succession. Et les textes du parti ne prévoyaient pas de succession. Prévoyaient, en cas de... Le mode de désignation. Le mode de désignation, je vous l'ai dit et je vous le répète, le secrétaire général chef du parti vient du congrès. Et le congrès, dans nos textes, c'est le bureau politique, les secrétaires provinciaux, et les chefs de section. Oui, mais quand lui-même ne savait plus diriger le gouvernement, automatiquement, il devait aussi se carter de la gestion du parti. Mais il y a des circonstances qui expliquent pourquoi. Vous croyez qu'il n'était pas... Moi, j'ai circulé beaucoup avec lui et tout le temps, on envisageait toujours l'organisation d'un congrès. Mais le congrès d'un parti, ça ne dépend pas que de vous. Est-ce qu'il avait des confessions intimes avec vous, qui partageaient son quotidien, que vous pouvez révéler aujourd'hui? Non. Parce que c'était votre père, Oui, c'était mon père, effectivement, sur le plan politique et sur le plan même social, parce que tel qu'il nous avait adoptés, c'est comme ça qu'à cet âge-là, quand on adopte quelqu'un, on l'adopte jusqu'à un niveau, on en fait pratiquement un fils, c'est comme ça. Moi, je ne serai pas de ceux qui disent que non, c'était un père. Du point de vue de nos coutumes, de notre sociologie africaine, un papa qui vous adopte comme ça, qui vous fait partager le quotidien de sa maison, c'est votre père, c'est clair. Mais du côté politique, n'en parlons pas. C'était lui le chef du parti auquel j'appartenais. Alors, les questions intimes dont vous parlez, qu'est-ce que nous allons appeler comme intime? Non. Ce n'est pas tout à fait intime si ça portait sur la substance, l'essence de notre parti, les fonds de notre parti, les événements, certains événements qui ont émaillé la vie de ces partis. Oui, il y en a bon, mais nous n'allons pas en parler particulièrement ici. Ça, c'est une autre émission. Et on parlait régulièrement de la vie et de la survie du parti. Voilà. La vie et la survie du parti, oui. On va rapidement le faire parce que nous avons ici dans l'assistance des gens qui vont vous poser des questions ou qui vont peut-être renchérir. Je ne sais pas comment fonctionne votre formation politique, mais aujourd'hui, le PALU offre quoi
à la République démocratique du Congo, un parti qui a travaillé avec Kabila, et par quelle magie aujourd'hui il change de partenaire avec le président Tshisekedi. Je ne sais pas si vous partagez le bilan. Au gouvernement, il y a plusieurs représentants du PALU. Je ne sais pas si vous reconnaissez combien. Seul représentant. Un seul. Un seul? Didier Mazenga? Non, c'est Patrick Mouyaya. Didier Mazenga n'est pas du PALU. Et il n'est pas du PALU et il n'a pas été recommandé là-bas par le PALU. Mais comment vous expliquez? Vous étiez dans une même famille, c'est vous qui... Et revenons d'abord aux questions de base des premières choses. Voilà. Le PALU donne quoi à la République? Voilà. Un parti aujourd'hui en perte de vitesse ou qui est encore dans la course, vous offrez quoi? Parce que chaque fois, vous donnez des mots d'ordre, mais la vie du parti aussi n'est pas réluisante. On voit les mêmes personnes, peut-être aujourd'hui, qui sont affaiblies. Je vois, il y a des jeunes, je ne sais pas s'ils sont vraiment de votre formation politique. Qu'est-ce que vous avez encore à offrir pour aller solliciter les scrutins? Tous ceux que vous avez là sont du PALU. J'ai vérifié, tous sont du PALU. Et vous dites des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes du PALU, dans les PALU. Alors ne parlons plus que ce sont les mêmes personnes. Donc, déjà, la preuve est là avec cet échantillon qu'il y a d'autres personnes qui ont adhéré, et des jeunes personnes. Il n'y a pas que les vieilles personnes là dont on parlait. Alors, deuxièmement, je voudrais vous dire que le PALU tire son origine de ces 4 partis qui ont eu la majorité en 1960. Et donc à l'indépendance. Et quel était le projet à l'indépendance? Écoutez Lumumba dire, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est déjà fait. Ce n'est pas encore fait. C'est beau. Le Congo tel qu'il est là, il est si beau que ça. Bon, ça va. Que chacun apprécie. Et nous ferons quelque chose, Gizenga l'a dit, plus que ce que les colonisateurs avaient fait, pour les filles et les fils de ce pays. Une nation forte, unie, prospère, dynamique, voilà, qui va parler d'elle en Afrique et dans le monde. C'est ça que les pères fondateurs ont pris comme engagement. Et c'est ça la base du projet, du programme du PALU. Alors, au fil du temps, dans la première partie de la vie de la République, c'est la dénégation de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple. Et le PALU va donc combattre ardemment pour que le peuple recouvre sa souveraineté. Donc, combat les dictateurs. Le PALU va représenter la bataille pour le maintien de ce groupe-là. Voilà. Et donc, le PALU part de ses serments originels. Il en est le dépositaire. Il faut que ça se réalise. Et il doit rester un bloc, parce qu'on veut bien l'effacer, effacer les nationalistes lumumbistes, donc effacer ces projets qui est offert au peuple congolais. Alors, il se bat pour sa survie et pour le recouvrement de la souveraineté du peuple. Et 90, le retour du pluralisme politique. 2006, élection. Donc, le PALU a réalisé ce qu'il cherchait en premier lieu, le recouvrement de la souveraineté du peuple. Il va participer, mais le peuple se prononce de sa façon, n'est-ce pas? En ne donnant aucune majorité à personne, tout seul. Et les alliances sont terminées. Voilà, ça c'est... Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans les alliances, mais vous assumez... parce que le peuple se prononce toujours comme ça. Comme s'il se prononce comme ça, pour mettre en œuvre sa volonté, on est obligé de faire des alliances. Alors nous en faisons en 2006, 2007, on évolue et participer pour apporter une touche, la touche particulière du parti, en termes d'intégrité, de rationalité, de suppression de certains réseaux
Vous apportez votre touche, mais quand vous êtes numériquement faible. Aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises publiques, le PALU n'existe plus. Bon. Vous n'avez qu'un seul membre du gouvernement, alors que vous prétendez être un des vieux partis politiques, mais vous existez. Mais la mise en place dans ces entreprises ne relève pas, n'est pas liée au poids politique. Oui, mais vous avez combien de députés aujourd'hui, la législation de 2018? Nous avons en propre 14 députés. Et c'est dû à quoi? Mais c'est dû à la façon dont ce processus se déroule. Et vous-même, vous n'avez même pas un strapontin, vous n'êtes plus représentant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu de mauvaises élections. Qui ont quand même sorti 14 députés. Oui, ça sort... parce que vous n'avez pas été élu. Non, non, mais ce n'est pas par rapport à moi, par rapport à la façon dont ces élections se sont déroulées. Y a-t-il eu compilation dans les centres de compilation? Non. Y a-t-il affichage des résultats bureau par bureau? N'avez-vous pas entendu les critiques par rapport au bureau de la CENI de l'époque? Ça, c'est pour expliquer que vous n'avez pas été élu. Exactement, oui. Ce n'était pas de l'acharnement sur vous? Non, il n'y a pas que moi. Hein. C'était un processus mené par un groupe qui s'était entendu et de manière générale, ça a abouti à certains sont passés, d'autres ne sont pas passés, d'autres sont passés même de manière tout à fait inexplicable. Par exemple, vous allez dire que dans la ville de Kinshasa, le PALU n'a pas réalisé les seuils pour la députation provinciale. Et qui réalise ça? C'est un groupe inconnu à ABC. Voilà. Et qui, après ces élections, on ne les voit se réunir nulle part, on ne sait pas où se trouve leur siège, où sont leurs militants. C'est-à-dire que nous arrivons à un résultat qui n'est pas conforme à la volonté, à l'expression. Voilà, je vous dis, c'est ça qui a démontré que ces élections n'étaient pas bonnes. Eux-mêmes, ils avouent d'ailleurs. Il y en a qui avouent, il y en a qui disent plein de choses, il y a des révélations qui viennent au fil du temps. Mais c'est déjà le passé. Maintenant, nous devons aller de l'avant pour dire que ça ne se reproduise pas. Qu'on ne fasse pas des choses grossières comme celles qu'on a faites là. Ça, c'est violenter le peuple. Ce n'est pas normal. Alors, mais ce n'est pas un problème. Parce que même si c'était bien organisé, ça pouvait aboutir au fait que moi, je ne sois pas élu. Mais il ne faut pas que ça devienne un drame pour le pays. Non, nous allons à une compétition, le peuple décide, il donne la responsabilité à ceux-là qu'ils travaillent. Comme disent les Italiens, l'élection c'est un jour, 364 jours c'est la gestion. Donc on ne peut pas rester tout le temps dans les élections. Alors nous voulons... Très bien. Rapidement, vous ne répondez pas directement à la question. Vous offrez quoi, rapidement? C'est ce que j'ai dit. Je voulais dire ça et vous m'avez interrompu. Rapidement, parce que rapidement, c'est difficile à dire parce qu'il y a un grand parti comme ça. Mais je vais vous le dire. Je vous dis en 2, 3, 4 mots. C'est-à-dire qu'ici, il faut que nous arrivions à bâtir ce que les pères fondateurs ont dit. Et l'image la meilleure, c'est ce que le patriarche avait lui-même dit à l'Assemblée. Il faut que le Congo soit un jardin botanique, pas une jungle, où et des petits et des grands arbres, chacun a sa part de soleil et sa part d'eau et sa part de fertilité. Il nous faut un Congo uni, prospère, au bénéfice de toutes ces filles et tous, un état de droit, un pays où tout le monde est sous l'empire d'une même justice, voilà, d'une même loi. Et ça, on peut détailler hein, sur le plan économique, sur le plan administratif, ça c'est dans notre projet de société, dans notre programme gouvernemental qu'on dévoilera évidemment lorsque nous irons en campagne. Donc, nous pouvons dire que pour le PALU, il vient offrir sa capacité à travailler sur les 3 axes de base qui peuvent permettre au pays de l'axe de la paix, l'axe de la bonne gouvernance, qui peut seul nous amener vers la solidarité, vers la production, et l'axe de la créativité, de la libération du génie du peuple congolais. C'est-à-dire que les moyens de tous sont de manière judicieuse orientés vers des structures, vers des organisations qui permettent de créer, de produire, libérer le génie de ces peuples. Voilà les 3 axes de base sur lesquels le parti veut travailler. Nous prenons la dernière partie de cet entretien. J'avais annoncé
Vous m'avez dit, hein, hors micro, que dans ce parti, la parole est libérée. Nous allons entendre, il y a des volontaires. Elle est libérée dans la discipline. Dans la discipline. Oui. Par exemple, c'est ce que j'ai dit. Un peu voilé. Non, ce que j'ai dit. Nous allons expérimenter ça tout à l'heure. Ah, non, je ne sais pas, dans la salle, y a-t-il des volontaires pour nous démontrer ce que le chef du parti venait de dire? Très bien. J'ai vu des jeunes, hein? Ok, très bien. C'est encouragé, vous pouvez l'encourager aussi, hein? Très bien. Monsieur le chef du parti, je vois quelqu'un devant le micro. Vous le connaissez, non? Oui. C'est le camarade Célestin Ngoma, il est secrétaire permanent, porte-parole du parti. Ah, la bouche du Palou. Vous allez bien? Voilà. Très bien, madame. Je vous ai vu suivre religieusement le chef du parti. Est-ce qu'il mérite cette place? Ben, madame, vous êtes en train de parler du parti Lumumbisti unifié. Vous parlez directement que du chef, alors que le chef vous a parlé du parti. Mais parce que vous me posez la question sur lui, je vais devoir vous répondre. Mais c'est peut-être la question que les apôtres auraient pu se poser quand Jésus-Christ partait. Est-ce que Pierre méritait bien cette place? Parce que lui, il est Pierre. Il a été partout. Il a été partout avec les chefs. Car vous, parce que je crois que nous sommes... très bien. Moi, j'ai plus de questions. Hein. C'est déjà bon. Il est là. Oui. Allez-y, il vous écoute. Qu'est-ce que vous lui apportez? Ce que nous apportons tous à l'édifice Palou, c'est que lui nous apprend. D'ailleurs, il ne nous apprend pas, il nous initie. Il m'a toujours dit qu'un parti politique, c'est une école d'initiation. Parce que dans une école d'initiation, vous n'êtes pas censé passer des classes avec 60%. Vous devez tout connaître. Vous êtes un enfant qui est né, vous crapahutez, vous rampez, vous devez savoir comment marcher, vous devez savoir très bien marcher. Et lorsque vous savez très bien marcher, on peut vous laisser prendre cette initiative. Lui, les patriarches a eu tout son temps de les former, lui et ses compagnons, dont les doyens Pango qui est là, la sénatrice, la secrétaire générale adjointe Mamaïda Kinzumba et Kidima et tous les autres. Aujourd'hui, nous sommes là en train d'apprendre. Nous avons suffisamment appris et finalement, il nous donne la direction. Nous continuons à apprendre parce qu'il faut apprendre tous les jours. Il a appris jusqu'à la dernière minute auprès du patriarche. Et aujourd'hui, vous voyez plein de jeunes aujourd'hui qui ont emboîté les pas pour vous dire que le Palou, il va continuer, il faut pérenniser l'œuvre. Parce que Lumumba n'appartient pas aux générations des fondateurs de cet État. Il appartient à toutes les générations, même ceux qui vont venir. Lumumba va demeurer le même et le Palou va demeurer le même. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais voulu quand même, je vois des dames. Hein? Voilà, une courageuse. Voilà. Merci beaucoup. Je vais dans le S'il vous plaît, madame, qui êtes-vous au sein du Palou? Moi, je suis madame Luce Olelanyesa. Je suis présidente de la Ligue des femmes nationalistes lumumbistes. Ah. C'est pour dire qu'au Palou, c'est un parti qui respecte les femmes. Un parti qui accepte les femmes. Donc, nous, les femmes, nous sommes dans la même école que les hommes au Palou. Vous avez droit à la parole? Oui, je suis là, je parle, mon chef m'a autorisé, je parle. Et je crois que toutes les femmes ont ce droit-là de parler. Les femmes au Palou sont des danseuses? Non, 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 non. Madame, j'ai fait une erreur de ne pas vous inviter les jours de notre... non, mais c'est un rôle, hein? C'est pas qu'elles sont réduites, c'est un oui, rôle. Nous sommes d'abord africaines. Et quand nous nous rencontrons pour célébrer, pour nos rencontres, nous dansons, nous les Africains. C'est pourquoi aussi les Palous, comme c'est un parti africain, il y a aussi des étapes. Mais les femmes au Palou, même celles que vous voyez danser, ce sont des femmes intelligentes et travailleuses. Très bien. C'est pourquoi je fais un appel, madame, s'il vous plaît, un appel à toutes les femmes responsables qui veulent servir leur pays, qu'ils viennent au Palou. Ils trouveront un bon compte comme femmes responsables. Ça, c'est un message. Hein? C'est un message lancé à ceux qui hésitent encore. Hein? Voilà. C'est vraiment un bon coaching ici. Tout à fait.
Merci Godefroy Mayobo, encore une fois. Vraiment merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Parti Lumumbiste Unifié. C'est vous le chef de parti aujourd'hui. Merci pour cette franchise. Merci pour des réponses spontanées. Je crois que ceux qui ont suivi cet entretien sont convaincus. Nous espérons que cet espace va s'enrichir parce que vous qui nous suivez, vous avez des engagements publics. Vous êtes à la tête d'une formation politique, venez nous dire pourquoi on doit vous faire confiance. Pourquoi vous continuez à demander le mandat du peuple? Vous aussi, qui êtes dans la gestion des affaires de l'État, vous décidez pour le grand nombre, venez, nous allons vous interroger sur vos responsabilités pour le développement de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour ce programme. Nous vous remercions pour votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Cet espace vous est offert. Merci de continuer à nous suivre et à nous faire confiance. À très bientôt pour un nouveau numéro avec le même plaisir et toujours avec un public aussi chaleureux que celui-ci. Merci beaucoup. Je pourrais terminer en vous remerciant. Vous pouvez vous lever. Merci madame. Et au nom du parti Lumumbiste Unifié et à mon nom propre, je vous remercie de l'opportunité que vous nous avez offerte pour parler à notre peuple par les moyens publics qu'il a instaurés pour sa communication, la RTNC, et nous profitons de l'occasion pour exprimer nos vœux les meilleurs à tous vos auditeurs, vos téléspectateurs et vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci et à très vite.